Pour mettre tes limites et ne pas jouer les sauveurs, voici 5 questions que tu peux te poser. C'est la trousse de secours du sauveur. Premièrement, est-ce que l'autre t'a demandé ton aide? Est-ce qu'il l'a sous-entendu, montré, et peut-être ni l'un ni l'autre? Si c'est non, tu es déjà dans le sauveur. Deuxièmement, est-ce que tu as envie de l'aider? Est-ce que tu as le temps, l'énergie, l'envie de l'aider? Ou pas? Si c'est non, tu joues les sauveurs, car tu vas t'en plaindre après. Troisièmement, est-ce que tu as le mandat, le rôle pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment ton job ou ton rôle, ta fonction, de l'aider dans ce domaine-là, sur ce point-là? Vraie question, pour éviter l'abus de pouvoir, évidemment. Quatrième question, la trousse de secours du sauveur. Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Parfois, on peut avoir envie, on peut avoir le mandat, mais on peut ne pas avoir les compétences d'aider l'autre véritablement. Si ce n'est pas le cas, tu joues le sauveur également. Et enfin, cinquième question, est-ce que l'autre fait sa part aussi? Que c'est toi qui fais tout? Est-ce qu'il y a bien du 50-50? Très important de se poser ces 5 questions-là quand tu proposes ton aide et quand tu dis oui à quelque chose ou que tu anticipes un besoin. Est-ce que l'autre te l'a demandé? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est ton rôle ou ta fonction? Est-ce que tu as les compétences de le faire? Et est-ce que l'autre fait sa part, le fameux 50-50? Quand tu t'es posé ces questions-là, tu as déjà une idée d'où tu en es par rapport à la position de sauveur. Si c'est oui pour toutes les questions, tu n'es pas dans le sauveur, tu aides l'autre. Dans la mesure de tes moyens, de tes envies, de ton mandat, il est OK avec ça, il l'a demandé, il explicite, et en plus il fait sa part. Mais si c'est pas le cas, alors vous êtes dans une dualité sauveur-victime, victime-sauveur. Prenons un exemple concret, raconté par une switcheuse précisément. Si comme elle, tu te retrouves, par exemple, dans un bureau, face à une collègue qui soupire régulièrement et exprime des plaintes du type « Ah, ça marche pas, j'en peux plus de ce truc, j'y arriverai jamais !» Si tu réponds au moindre soupir et que tu lui réexpliques en boucle comment utiliser ce logiciel qu'elle n'arrive pas à utiliser, ou que tu fais carrément une partie de son travail pour elle, alors là, il y a peu de chances que ça change et que tu aies la paix au travail. Alors reprenons les 5 questions de la trousse de secours du sauveur. Est-ce qu'elle te l'a demandé? Non. Elle soupire et elle se plaint, mais elle n'a rien demandé. Est-ce que tu as envie de le faire? Ou non? Pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, tu as du travail à revendre. Est-ce que c'est ton rôle? Absolument pas. C'est son job et pas le tien. Est-ce que tu as les compétences de le faire? Oui, en partie. Et enfin, est-ce qu'elle fait sa part? Est-ce que la part qu'elle fait est suffisante pour toi ou est-ce qu'elle te laisse tout faire? Ça, c'est à toi de voir. Si tu réponds non à une seule de ces questions, tu es dans le sauveur. Ici, c'est évident. On est dans un jeu victime-sauveur. Et donc, si c'est ton cas, courage et fuis parce que tu es en train de plonger dans le rôle du sauveur sacrificiel. Mais comment rendre une victime responsable de sa vie? Pour rendre une victime responsable de sa vie, plutôt que de se sentir responsable à sa place, il est essentiel, premièrement, de ne pas décider pour elle, de refuser de décider à sa place. Je ne déciderai pas pour toi. Je peux te donner mon avis, mais je ne décide pas pour toi. Deuxièmement, de refuser la position de méchant ou de mauvaise dans laquelle la victime tente de te mettre. Vous voyez le genre de personne qui vous dit que si vous ne l'aidez pas, elle n'y arrivera pas sans vous, ce serait pas cool de la laisser tomber, ce genre-là. Troisièmement, de limiter ton aide à ce qui est OK pour toi. Alors, je veux bien relire un peu ce que tu as écrit, j'ai 1 heure à te consacrer maximum, mais c'est toi qui gères la suite et le suivi avec les clients. C'est pas moi qui vais faire ça. Et quatrièmement, de te distancier en cas de plainte répétée. Et donc de moins répondre, moins de mots, moins souvent, moins de contacts, éviter les contacts avec les personnes qui se plaignent de manière répétée, voire carrément partir, changer de place, comme certains le font parfois pour se sauvegarder un peu à la tasse de café du matin, afin de se protéger finalement, et de ne plus être tout le temps en présence de certaines personnes qui vont se plaindre en boucle. Dans l'exemple de Madame Soupir au bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la switcheuse à laquelle je pense a changé son bureau de place. Elle n'était plus aussi près de Dame Soupir, et donc elle entendait moins, elle voyait moins les plaintes. Elle était du coup moins tentée de succomber à l'envie de plonger dans le rôle de sauveuse et de sauver sa collègue qui ne se laisse jamais sauver. Elle a aussi décidé, et elle l'a fait le plus souvent, de ne proposer son aide que quand la demande était explicite et pas sous forme de plainte ou de soupir. Et elle a limité son aide à certains moments, à ce qui lui convenait, et de plus en plus, au fil du temps. Et comme par magie,
La collègue en question, Dame Soupir, a commencé à soupirer moins, à se plaindre moins, à faire son travail plus qu'avant, plus vite et mieux, de manière plus performante. C'est pas beau ça? Face à la posture « aide-moi, ne m'aide pas », il est important, il est vital pour toi d'accepter l'impuissance dans laquelle la victime te met, plutôt que de jouer les sauveurs tout-puissants, indispensables, irremplaçables, pour l'institution, pour le collègue, pour le mari, pour l'enfant. Sans quoi tu risques au bout d'un moment, toi sauveur, de te mettre en victime et de te plaindre, et c'est toi qui auras besoin d'être sauvé finalement. En disant quoi par exemple? Je dois l'aider. J'ai plus de temps pour moi, j'en peux plus, je suis débordée, mais je suis obligée. Parce que si tu y regardes bien, les sauveurs, c'est des victimes aussi, puisque les sauveurs se sacrifient sur l'autel des désirs de l'autre, en dépassant leurs limites, encore et encore et encore. Et donc, ils se sacrifient sur l'autel des désirs des victimes, et puis eux-mêmes s'en plaignent et s'en victimisent. Alors c'est qui la victime finalement?